à l'époque, c'est-à-dire une grande histoire. Une histoire de télévision, à l'époque, ça n'existait pas. Quand je dis l'époque, je parle de 1975-1976, au moment de la naissance de TF1. Et il se trouve que j'avais fait les grandes batailles avec un personnage très important dans ma vie, et dans celle de la télévision, qui est Jean-Louis Guillot. Jean-Louis Guillot avait été l'âme des grandes batailles. Il avait en somme été non seulement à l'origine des grandes batailles, mais en même temps, c'est grâce à lui qu'on a pu faire les grandes batailles, enfin toute l'équipe des grandes batailles, avec tous ces gens qui ont travaillé avec nous sur les grandes batailles, comme les chefs monteurs, comme Henri de Turenne, comme des gens comme ça. Et en somme, après les grandes batailles, Jean-Louis Guillot est devenu le premier président de TF1. Et il m'a demandé, ou plutôt très naturellement est venue l'idée de faire une grande série historique avec des documents d'archives et des interviews. Et on a fait une histoire des Jeux Olympiques qui a été un très très grand succès. Et à ce moment-là, Jean-Louis Guillot m'a posé une question que je ne sais pas, je ne sais même pas comment on peut imaginer qu'un décideur de télévision puisse poser comme ça une question à quelqu'un. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Ce qui me fait plaisir, la seule chose qui m'intéressait véritablement dans l'existence à l'époque, enfin en dehors de la vie sentimentale, n'est-ce pas, c'était l'aviation. J'ai une espèce de passion d'enfant pour l'aviation. Je me suis intéressé à l'aviation, je devais être en CM2, je ne sais pas quoi, j'étais un enfant fou d'avion. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire, qui est de répondre à Jean-Louis Guillot, bah, je vais faire l'histoire de l'aviation. Je me suis rendu compte après que c'était périlleux de mélanger sa passion et son travail, si vous voulez. En fait, je connaissais bien l'aviation, et en même temps, l'aviation est un domaine qui me délasse, qui m'enchante. Je suis naturellement, dès que je peux m'évader, je m'évade dans l'aviation, si vous voulez. Alors ça a été un peu dur d'en faire une histoire, d'en faire entre guillemets un travail, si vous voulez. Et en même temps, ça a été très passionnant parce que d'un seul coup, ça m'a permis de rencontrer tous les personnages de mon enfance. Vous savez, dans l'histoire de l'aviation, j'ai par exemple réussi j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est un rêve d'enfant. J'ai été très marqué par un journal, un magazine qui s'appelait Spirou. Et dedans, il y avait les histoires de l'oncle Paul. Et je m'identifiais beaucoup à l'oncle Paul. Je me disais, un jour, j'essaierai d'être l'oncle Paul. Je dois être à un moment le père de l'oncle Paul. Mais au fond, j'ai toujours été un peu l'oncle Paul. D'ailleurs, il y avait un dessin sur l'oncle Paul. C'est pour ça que j'ai fumé la pipe pendant longtemps, parce que j'étais l'oncle Paul. Et je trouvais qu'il racontait l'histoire d'une manière extraordinaire. Et donc j'avais 10 ans, 12 ans, enfin, vous voyez. Et dans Spirou, je lisais une histoire absolument incroyable. L'oncle Paul racontait qu'un type était tombé d'un avion pendant la guerre sans parachute. Et qu'il avait survécu. Alors, tout à fait au début de l'histoire d'aviation, quand on a commencé à préparer l'aviation, je disais, quand on fera les émissions sur la guerre, il faut que je sache si cette histoire est vraie ou pas. L'oncle Paul avait disparu depuis longtemps. Spirou n'était plus le même, il n'y avait plus d'histoire de l'oncle Paul. Mais c'était devenu une espèce comme ça d'obsession chez moi de cette histoire de l'oncle Paul, de l'homme qui était tombé d'un avion sans parachute. Et donc, j'ai décidé de consacrer le temps qu'il fallait et l'argent qu'il fallait à trouver si cette histoire était vraie ou pas. Donc je suis allé à Londres et j'ai
je suis allé au ministère de la Défense et j'ai donc raconté mon histoire aux historiens du ministère de la Défense. Alors, ils ont cherché dans leurs archives et ils ont découvert qu'il y avait 2 cas de type qui étaient tombés d'un avion sans parachute. Il y avait un premier cas, c'était un type qui était tombé d'un Lancaster dans un autre Lancaster. Il avait traversé la Verrière et il s'était retrouvé à la place de copilote. On ne peut pas dire qu'il n'était pas blessé, hein, je veux dire, il était un peu cassé partout, mais enfin, c'est quand même un cas de miraculé inimaginable. Et puis le deuxième, ils m'ont dit, voilà, c'est un type qui s'appelle effectivement Nicolas Alquemed et qui était un mitrailleur de queue d'un Lancaster. Son avion a brûlé, lui, il a sauté sans parachute. Et on sait qu'il a été fait prisonnier, on sait qu'il est tombé, on ne sait pas comment il a survécu. On sait qu'il a été fait prisonnier parce que les autorités allemandes n'ont pas retrouvé son parachute. Et donc, ils ont cherché à savoir comment il avait fait pour cacher son parachute de cette manière. Alors, ils l'ont un peu brutalisé, même des trucs comme ça. Et puis, en fin de compte, on pense que c'est véritablement lui qui l'a réussi d'une manière qu'on ne connaît pas. Je sais que tout ça se passe en 1978, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la guerre, près de 30 ans après la guerre. Je veux dire. C'est donc des historiens qui parlent de ça. Et je suis devenu vraiment fou, c'est le cas de le dire, pour retrouver ce type. Alors, je suis allé dans mon hôtel à Londres et j'ai commencé à me dire s'il est quelque part en Angleterre, s'il est vivant, parce qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle depuis 1947. C'était ça l'idée. Ils avaient son nom, ils avaient son histoire, mais ils n'avaient plus, plus de nouvelles au ministère de la Défense. Donc je me suis dit, au fond, il y a un journal local qui doit savoir. Je vais donc téléphoner à tous les journaux locaux d'Angleterre. Il faut bien commencer. Alors j'ai pris une carte d'Angleterre et j'ai commencé par le nord de l'Écosse. Et vous voyez, c'est des choses qui arrivent. En réalité, je l'ai trouvé, mais il était en Cornouailles. C'est-à-dire que j'aurais pu m'épargner les frais de 8 jours d'hôtel à Londres. Mais chaque fois j'avais un journal, je disais par exemple le quotidien d'Aberdeen ou le Times de Manchester, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Je disais, est-ce que vous avez entendu parler de ça, etc. Et puis finalement, je suis tombé sur des gens en Cornouailles qui m'ont dit, oui, on le connaît. Il est vivant et on sait même où il habite. Et j'étais absolument, mais tellement fou qu'à ce moment-là, j'ai loué une voiture avec un chauffeur, parce que je ne connaissais pas la route. Et je suis allé chez ce type. Et ça a été une histoire fantastique parce que j'ai frappé la porte d'une maison et il y a Nicolas Alquemed qui m'a ouvert, en personne, et qui a dû penser que j'étais un extraterrestre. Je lui ai expliqué que j'étais donc réalisateur, que je travaillais à la télévision française, que je préparais une histoire de l'aviation, et que j'avais entendu dire qu'il était tombé de son avion et qu'il n'était pas mort. La preuve. Alors il m'a d'abord fait entrer, et il a pensé encore une fois que j'étais fou, mais bon, il s'est dit, il n'a pas l'air dangereux. Et là, il m'a raconté sa vie. Donc tout le monde avait perdu sa trace en 1947 parce qu'il avait divorcé et qu'il ne voulait pas payer la pension alimentaire de sa femme, déjà. Ensuite, je lui ai dit, écoutez, ne me racontez rien, mais votre histoire est-elle vraie? Alors, il a sorti des papiers. Par exemple, l'attestation du commandant du camp de prisonniers allemand attestant qu'il était tombé sans parachute. Parce qu'ils avaient vraiment ratissé toute la région, il n'y avait pas trouvé de parachute. Alors là-dessus, je lui ai dit, est-ce que vous êtes capable de retrouver l'endroit exact où vous étiez tombé? Il m'a dit, oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup repensé à tout ça, etc. Je vous vous rendez compte que vous êtes une histoire absolument incroyable, mais que personne n'en a jamais entendu parler, qu'en dehors de cet oncle Paul là, de Spirou, dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, quand j'étais vraiment tout petit. Et je crois que le fond du problème chez lui, c'était d'échapper à son épouse. C'était en fait ça l'idée, quoi.
après, on a organisé un voyage en Allemagne et on a été à l'endroit où il était tombé. Alors, c'était une forêt très impressionnante, avec des arbres incroyables, des conifères incroyables. Et on y a été exactement à la même époque où il est tombé, c'est-à-dire en décembre. Et il y avait effectivement carrément 2 mètres de neige. Et là, il m'a dit, voilà, alors il m'a dit, j'ai fait tourner la caméra et il m'a expliqué son aventure. Alors, donc il était à bord d'un Lancaster, il était d'un bombardier, il était mitrailleur de queue, et il a vu l'avion, non seulement l'avion a brûlé, mais il a vu son parachute brûler sous ses yeux. Est-ce que vous imaginez une chose pareille? Il a dit, bon, ben voilà, tant qu'à faire pour mourir, je préfère mourir d'écrasement au sol que de mourir brûlé. Donc il a tourné sa tourelle, et boum, parce que les mitrailleurs de queue, dans les tourelles des Lancaster, c'était une chose tout à fait terrible, ne pouvaient pas mettre à la fois leur parachute et tirer. C'était trop petit. Alors donc, en fait, il y avait une porte, ils ouvraient la porte, derrière, il y avait le parachute. Ce qui vous donne d'ailleurs une idée sur le degré de mortalité des mitrailleurs de queue dans ces appareils. Je veux dire, ils n'avaient aucune chance, en fait. Et alors, il est tombé. Alors, lui, il dit, après, j'ai consulté des savants, quand même, qui m'ont dit, voilà, le corps humain atteint une vitesse de 250 km à l'heure. Donc, il a atteint 250 km à l'heure. Et à ce moment-là, il a touché des branches. Et il est bien tombé, parce qu'il tombait 50 cm plus tard, il était embroché par le haut du sapin. Donc il est tombé de branche en branche, jusqu'à 2 mètres. Ça a ralenti sa chute. Il était évidemment un peu contusionné, mais bon, ça agit d'une manière extrêmement douce, les branches des conifères. Il est tombé dans 2 mètres de neige, il a fait un grand trou et il s'est relevé, il était vivant. À ce moment-là, très rapidement, il a été entouré par des gardes allemands qui l'ont menacé, qui ont commencé à lui taper dessus, bien qu'il était quand même, pour effectivement savoir où était son parachute. Puis ensuite, il a été emmené dans son camp de prisonniers. Je vous raconte toute cette histoire pour vous dire que c'est un cas de passion juvénile transcrite ensuite dans l'univers de la télévision. J'ai retrouvé le type qui est tombé de 5000 mètres sans parachute. Ensuite, il y a eu une autre, dans l'histoire de l'aviation, il y a eu une autre période aussi formidable, enfin dans ce tournage de l'histoire de l'aviation, qui était le moment où j'ai rencontré tous les grands hommes de mon enfance. À commencer par Pierre Klosterman. J'avais lu, comme tous les enfants de l'époque, début des années 50, j'avais lu Le Grand Cirque, qui était un ouvrage qui m'a bouleversé, qui a complètement transformé ma vie. Le Grand Cirque, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est ce livre, Le Grand Cirque, mais c'est un ouvrage qui est fabuleux. D'abord dans l'écriture, dans ce qu'il raconte. C'est le plus grand livre d'aventure de notre siècle. Et Pierre Klosterman, qui est donc l'as des as de la chasse française pendant la guerre, était à bord d'avions qui étaient des avions absolument extravagants. Il a volé à bord d'un Spitfire, puis ensuite d'un Tempest, qui était un avion incroyable. Mais j'ai rencontré comme ça aussi Saburo Sakai, qui était le plus grand as de la chasse japonaise. Lui, sa particularité, Saburo Sakai, qui a dû abattre soixantaine, je sais pas, entre 60 et 80, on ne sait même pas d'ailleurs très bien, avions américains pendant la guerre. Lui, il a été abattu, et il n'a pas été abattu. Il a reçu une balle entre les 2 yeux, lui. Vous voyez ? Et il n'est pas mort, il était évidemment dans un état de choc formidable, il était couvert de sang et tout, il était dans son avion, et il a été mu par une sorte d'énergie féroce de rentrer à sa base, qui était distante de 800 km à peu près, au-dessus du Pacifique. Il a fait cette distance à peu près constamment sur le dos, en volant sur le dos, parce qu'il n'avait plus la notion le sang coulait, il était sur le dos. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'a représenté ce retour.
Il a réussi au dernier moment, par une espèce comme ça de sens, parce que c'était évidemment des très grands pilotes, tous ces gens-là. Il a réussi à retrouver son équilibre et à atterrir. Et quand je l'ai rencontré, il était tout à fait content de me voir, Saburo Sakai. Il y a d'autres personnages comme ça. Les pilotes ont tendance à recevoir des balles entre les deux yeux, parce qu'il y en a un autre comme ça, qui est le général Accard, qui est, lui, l'as survivant, parce que l'as des as de la chasse française pendant la guerre de 39-45, la guerre de 40, c'est-à-dire en juin 40, pendant ce qu'on a appelé la première partie de la guerre, vous savez, où la France a été battue par l'Allemagne, le plus grand as s'appelait Marin Lamellé, il a été tué en 1944, et le grand as survivant, c'était le général Accard. Et alors lui, il avait reçu une balle dans la tête aussi, qui n'a jamais fait opérer d'ailleurs, parce que c'était trop dangereux. Il a réussi à sauter en parachute, et il a survécu. Et il était devenu le chef d'état-major de l'aviation française. Et un jour, il a reçu une lettre il m'a raconté ça, d'un type, d'un paysan, qui lui disait vous savez, j'ai ramassé le corps d'un officier français aviateur au bout de son parachute, et ça m'a toujours beaucoup ému, ce jeune type qui était mort, et j'aurais bien voulu aller sur sa tombe. Enfin, c'était lui. C'était... et vous voyez, je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça pendant des heures. L'histoire de l'aviation a été ma passion traduite en série de télévision. La grande étape de l'histoire de l'aviation, c'est évidemment la réaction. C'est le moment où, d'un seul coup, les vitesses sont multipliées par deux. Non seulement, il y a une espèce comme ça d'ouverture sur l'avenir qui est tout à fait impressionnante. Ça, c'est les années, c'est 45, 1945. On voit l'arrivée des premiers chasseurs à réaction allemands. Je veux dire, le choc que ça a pu être. Je veux dire. Les avions de chasse américains volaient à 650 km à l'heure, les autres, ils volaient à 950. Vous voyez d'un seul coup l'extraordinaire avancée technologique que ça a représenté. Et tout est venu de là, je veux dire. C'est comme dans l'histoire de la marine, où il y avait les clippers en même temps que les paquebots, en même temps que les avions... que les navires à moteur, vous aviez en même temps les chasseurs qui étaient à réaction, mais vous aviez encore le Constellation, et puis d'un seul coup, évidemment, il y a eu la possibilité, la puissance augmentant, de faire des avions de transport à réaction. Ça a été le grand moment, je crois. Tout le reste, c'est des étapes de perfectionnement, si vous voulez, avec plus ou moins d'argent pour le faire. Par exemple, la guerre de 14 a été fondamentale pour ça, parce qu'elle a donné la possibilité aux ingénieurs vraiment de faire des progrès inimaginables. Les périodes de guerre sont à la fois des périodes de frein et des périodes d'accélération. Ça, c'est clair. En période de guerre, on va vite, et en même temps, on va moins vite. On ne peut pas dire, par exemple, que la guerre de 14 ait favorisé, si vous voulez, l'aviation de transport. Et pourtant, si, puisque l'aéropostale est née, si vous voulez, du Breguet 14, qui est un avion de bombardement. Le DC-3, le Dakota, a été un avion tout à fait important dans l'histoire de l'aviation, de l'histoire de l'aviation commerciale, essentiellement à cause de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'au lieu d'en fabriquer 200, mettons, il en a fabriqué 20 000. C'est ces périodes sont évidemment des périodes dans lesquelles il y a des injections financières tout à fait fabuleuses. C'est ça qui est l'accélérateur. D'un autre côté, c'est un frein parce que quand on compare, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on compare par exemple la période de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qui s'est passé sur le plan des progrès, si tant est qu'un avion de chasse, c'est un progrès. Un avion de chasse, c'est pas un progrès, c'est un instrument de mort. Hein.
si vous prenez la période suivante, il s'est passé plus de choses entre 1945 et dans la période de paix, et beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus intéressante. Je veux dire, le 747, c'est pas un produit de la guerre, c'est un produit de la paix. Concorde, Concorde est tout de même une étape fabuleuse. Il y a des choses qui se sont faites. Concorde a été extrêmement important aussi parce que Concorde a développé un outil industriel. Il a développé la coopération. C'est grâce à Concorde que Airbus a été construit. Ça, on peut le dire, vous voyez. S'il n'y avait pas eu l'effort de Concorde, il n'y aurait pas eu d'Airbus. Donc, tout ça, c'est des périodes de paix. Il n'y a pas d'accélération militaire. Alors, évidemment, on peut me dire, le 707, c'est le produit d'un avion ravitailleur. Ça, c'est vrai aussi. Mais en même temps, on peut toujours se dire, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la guerre? Peut-être que ça aurait été encore plus vite. J'ai été très heureux et très fier aussi de voir le progrès de l'aviation française, l'industrie européenne, si vous voulez. Ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait remarquable. On est parti vraiment de sous le zéro. L'aviation française de la Libération, si vous voulez, était... il n'y avait plus rien, quoi. Ensuite, il y a eu des gens qui, effectivement, ont été très, très importants. Et je crois qu'on peut dire que, par exemple, Marcel Dassault a été très, très important. Parce que Marcel Dassault, il avait quelque chose de tout à fait remarquable qui était l'esprit d'entreprise et l'esprit commercial et l'esprit d'industriel. C'était un véritable industriel. Pas la peine d'épiloguer sur ce qu'a pu être pour l'aviation française la nationalisation des usines en 1936. C'est un bel acte d'un gouvernement de gauche, n'est-ce pas? Mais je crois que ce qui est frappant dans l'idée des hommes qui ont créé des usines, qui ont créé des industries, c'est qu'ils avaient l'esprit d'entreprise, qu'ils avaient envie de gagner de l'argent, évidemment, mais ils avaient aussi une envie de pouvoir, une envie de puissance. Et le résultat, c'est que c'était des avions qui étaient en l'air, qui tenaient en l'air, qui coûtaient pas trop cher. On a vu, par exemple, dans les entreprises nationalisées françaises, des tas de prototypes qui ont été des catastrophes, à tous les sens du terme d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont tombés, et qui étaient le fruit, au fond, de l'irresponsabilité, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, et il n'y avait pas d'enjeu commercial non plus. Le résultat, c'est que quand un vrai industriel arrive, eh bien, il se met à produire des avions. Si vous voulez, je peux vous raconter une histoire de catastrophe de ces avions. Il y avait un avion dans les années 60 qui s'appelait, les années 50 même, qui était le premier grand intercepteur à fusée. D'ailleurs, c'était un moment où tout le monde avait perdu l'idée qu'il pouvait y avoir un intercepteur à fusée. Les Allemands avaient construit un avion qui s'appelait le Messerschmitt 163, qui était beaucoup plus dangereux pour les pilotes que pour l'ennemi. Mais là, les Français avaient construit un avion qui s'appelait le Trident, qui était une sorte de fusée, en fait. C'était comme une sorte de V2 avec des petites ailes, des petits réacteurs pour démarrer, et qui était censé battre tous les records. Et je veux dire, le concept, à l'époque, déjà, paraissait fou. Mais bon, aujourd'hui, évidemment, je ne dis pas, mais à l'époque... Et j'ai rencontré le pilote de ce prototype qui s'appelait Guignard. Et il m'a raconté que pour sauver le pilote, dans les vitesses et les altitudes qu'atteignait cet avion fusée, ils avaient imaginé une sorte de boule, une sphère hermétiquement fermée, avec dedans, qui était donc pressurisé à l'intérieur. Vous voyez, il y avait une atmosphère qui était ramenée à l'atmosphère du sol,
Donc c'est pour ça que c'était une sphère, vous voyez, qui était à l'intérieur du cockpit, dans lequel il était assis, un peu recroquevillé, là, et il y avait juste une ouverture devant pour voir. Enfin, voir, si on peut dire. Et cette idée, c'était que s'il avait une explosion en altitude, ce qui était probable, ça pouvait arriver avec ces fusées, si vous voulez, la sphère était éjectée, il y avait un parachute qui se déployait, et il descendait au bout de son parachute dans cette sphère. C'est des idées des ingénieurs aussi, des choses comme ça. Oui. Alors, l'un des tout premiers décollages, il n'a pas réussi à prendre de l'altitude. C'était à Istres. Il a décollé, il n'a pas réussi à décoller, et il a heurté un mur, un petit mur. Et la sphère s'est détachée de l'avion et a roulé sur 4 km, avec lui à l'intérieur. Et au bout de 3 ans d'hôpital, il est sorti de son hôpital et il est recommencé à devenir pilote d'essai. Il a été l'un des pilotes d'essai du Concorde. Enfin, c'est une des aventures de ces prototypes de l'époque. Donc on est parti de ce genre de folie, et puis on est arrivé à l'Airbus, et là on est arrivé à une véritable compétition avec les Américains. On a fini par leur tailler une croupière, on a fini par avoir une vraie industrie européenne, et maintenant je trouve fantastique de faire un avion qui est l'Airbus 380. C'est le véritable concurrent des 747, parce que dans le segment du 747, il n'y avait rien de l'autre côté. Et voilà. Et puis, c'est très impressionnant. Le problème n'est d'ailleurs pas les avions, c'est plutôt les aéroports. Parce que quand vous aurez 1000 personnes qui vont descendre d'un coup de l'Airbus 380 dans une configuration de haute densité, moi, je voudrais savoir comment ça se passe à l'accueil à la police, le passage de la douane et l'arrivée au taxi. Ça, c'est le grand bonheur d'avoir fait l'histoire de l'aviation. C'est l'idée que j'aurais jamais cru que des choses comme ça pouvaient se passer, quoi. Moi, mon baptême de l'air, c'est intéressant de savoir que la première fois que je suis monté dans un avion de ligne, c'était un Super Constellation. Et ah oui, c'est un Super Constellation, voilà. Et c'était entre Paris et Reykjavik. Je suis allé, je crois que c'est pas Paris, je crois que ça devait être Bruxelles ou Luxembourg. Je crois que c'est, et donc, j'ai été frappé par... j'essaie de me rappeler, mais j'ai été frappé par le modernisme extraordinaire de ça, et puis le bonheur absolument de rentrer dans un avion ultra-moderne comme ça. Alors, j'aimerais quand même que vous sachiez comment ça se passait. D'abord, il devait y avoir une vingtaine de passagers et 7 ou 8 hôtesses. Ce qui est évidemment, pour un dragueur moyen, une situation fantastique. C'est-à-dire quand vous imaginez que vous avez déjà la moitié des passagers sont des femmes et puis l'autre moitié sont des gens d'âge mûr, comme ça, rangés dans l'existence et tout. Alors je veux dire, vous avez, là, il y a à peu près... D'ailleurs, je signale au passage qu'il y a eu un endroit encore plus extraordinaire dans l'histoire des hommes, qui est un avion qui s'appelait le Parisien Spécial. C'était pas un avion, c'était un service aérien qui s'appelait le Parisien Spécial, qui est un avion d'Air France, qui était un Super Constellation, qui allait de Paris à New York. Je crois que c'était hebdomadaire, mais je ne suis pas sûr, ou bi-hebdomadaire, un truc comme ça, qui avait des couchettes. Le Parisien Spécial, rien que son nom, ça veut dire... alors là, il y avait carrément 10 passagers couchés et 4 hôtesses, choses comme ça. Les hôtesses de l'air, c'était un mythe extraordinaire à l'époque, avec leurs longues jambes fuselées qui allaient jusque par terre. Enfin, c'était des rêves absolus de notre jeunesse. Enfin, je veux dire, une hôtesse de l'air. Donc, je suis monté à bord de cet avion et d'abord, j'ai expérimenté quelque chose de très intéressant qui était les vibrations. Ces avions d'époque vibraient beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Mais même beaucoup, énormément. Je pense que les passagers d'aujourd'hui n'ont aucune notion de ce que peut avoir un avion qui vibre. Les avions à hélice, ça brinque-ballait véritablement. Ça faisait un boucan inimaginable. Alors,
on montait et puisqu'on parlait de la drague et des hôtesses de l'air, vous étiez vite refroidi dans tous les sens du terme. Parce que je peux vous dire que la première chose qu'elles vous donnaient, les hôtesses, c'était des couvertures. Et on prenait les couvertures et on se mettait des couvertures. Moi, je ne sais pas, j'ai mis 3 ou 4 couvertures pour pouvoir supporter le froid intense qui régnait dans cet avion, qui était pressurisé et qui était chauffé, théoriquement. Mais enfin, je peux vous dire que ça, c'est ma première grande expérience. Et à l'époque, donc, je ne pouvais pas rêver à des trucs comme le Boeing 707. J'ai réalisé une émission ensuite qui s'appelait Le Chant du Boeing, qui était le programme d'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble à la télévision française. Et j'avais fait une émission qui était en fait une comédie musicale à bord du Boeing 707. Il y avait un film en plein vol. Et vous vous rendez compte, il y avait 100 passagers par rapport aux Super Constellations, où je suis monté dans le 707. Je trouvais à l'époque que c'était un summum absolu et qu'on ne ferait jamais mieux que de mettre 100 passagers qui volent à 900 km à l'heure dans cette espèce de silence, de confort que j'ai complètement inconnu à l'époque. Non, on peut aujourd'hui se dire, oui, enfin bon, c'est 600 passagers, je crois, dans la configuration normale. Je crois qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, surtout que, d'une manière générale, les ingénieurs, les techniciens, les commerciaux, etc., ont toujours tendance à voir plus grand et à chercher plus grand. Et effectivement, on peut imaginer la puissance des réacteurs augmentant aussi, dans des conditions tout à fait incroyables, puisque maintenant, il y a des réacteurs qui font, je ne sais pas moi, 10 ou 20 fois la puissance des réacteurs d'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on peut imaginer effectivement qu'ils rêvent à des trucs encore plus extraordinaires. Mais si vous me permettez, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que le public en pense, qu'est-ce que les voyageurs en pensent, et quelle est la vision qu'on peut avoir de cette série, l'histoire de l'aviation, et de se dire, bon, eh bien, après tout, qu'est-ce qu'on souhaite ? Eh bien, on souhaite tout de même plus de place pour les genoux, plus de place pour les gens, plus de considération pour les passagers. Je crois que c'est ça le fond du problème. C'est que c'est pas la peine d'envoyer en l'air 1000 personnes dans un machin en ferraille si on n'est pas capable de leur faire passer la douane d'une manière qui soit sans fil d'attente, démesuré, avec des enfants sur les bras, tout le monde a 10 heures de vol. Parce que c'est en plus des longs courriers. Vous savez pourquoi c'est des longs courriers? C'est parce que ce qui coûtait cher dans l'aviation à cette époque-là, c'était les escales. Ça coûtait une fortune, et puis c'était pénalisant sur tous les plans, sur la durée du vol, sur les passagers, etc. Aujourd'hui, on a des avions qui volent 13-14 heures, vous descendez de là, eh bien, d'abord, comment peut-on rester 13-14 heures dans des salons, dans des compartiments touristes qui sont des compartiments tout de même juste extrêmement limites de la raison, n'est-ce pas? C'est ça le vrai progrès. Le vrai progrès, c'est d'imaginer des conditions de voyage qui soient des conditions pour les touristes, pour les classes, que je trouve d'ailleurs à des prix normaux. Ce qui est démesuré, c'est la première, c'est parfois la classe affaires. Là, je crois qu'il y a véritablement un véritable progrès à faire. C'est bien là, c'est pas dans les avions. La première histoire qui me vient à propos du Concorde, c'est, vous savez, j'ai fait un film qui s'appelait, en dehors de l'histoire de l'aviation, j'ai fait un film sur le Concorde. Et j'ai eu longuement l'occasion de côtoyer un personnage tout à fait délicieux, qui est le pilote d'essai du Concorde, qui est André Turcat. Alors d'abord, j'ai fait un voyage en Concorde avec lui sur Rio, et il était exaspéré. Il n'était pas content. On lui servait vous savez, il y avait un service à bord du Concorde absolument extravagant. Il y avait des nappes blanches merveilleuses. Enfin, les premières à bord du 747, si vous voulez, c'était comme
la classe économique. Enfin, là, on était vraiment à bord, on était à Versailles, quoi. Et il y avait 3 assiettes en porcelaine avec des couverts extraordinaires. Et Turca disait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai fait. J'ai limé mes fauteuils de pilote pour gagner du poids. Et vous voyez ce qu'on fait maintenant? Regardez la vaisselle qu'ils nous font. C'est de l'argent massif. Et ça pèse des tonnes, ça, dans l'avion. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des trucs pareils? Ça, c'est la première chose, la première anecdote. La deuxième chose qui m'a frappé dans Concorde, c'est qu'au fond, c'était exactement la même cabine que Caravelle. C'est-à-dire que dans les années 90, vous montiez à bord d'un avion qui avait exactement la dimension d'un avion des années 60. C'était tout petit, Concorde. D'ailleurs, c'était le service à bord de Concorde pour les hôtesses, c'était très difficile. Qu'elles ne disent pas le contraire, elles avaient donc ce trolley, vous savez, avec dedans toute cette quincaillerie incroyable de riches, quoi. Il y avait beaucoup de services, c'était très, très royal comme service de Concorde. Et l'avion, comme vous savez, supersonique, vole avec un angle qui doit faire pas loin de 20 degrés au-dessus de l'horizon, c'est ça, non? Donc, elles étaient en soi en train de pousser leur trolley soit le retenir dans l'autre sens. Je peux vous dire que, bon, c'est un travail de force. Les hôtesses de Concorde, c'était des... Il fallait qu'elles aient de la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'était un avion qui vous donnait l'impression d'être dans une autre aviation. On était habitué au jumbo jet, à l'espace, enfin, des rangées de 8 ou 10 fauteuils. Donc là, il y avait 2 personnes d'un côté, 2 personnes de l'autre, de couloir central, et c'était assez confiné. Il faisait un bruit épouvantable aussi, le Concorde. C'est marrant parce que tout le monde en parle. C'est vrai que c'était tout à fait gratifiant, tout à fait merveilleux de voler sur Concorde. Ça faisait un souvenir absolument formidable. C'est vrai qu'on arrivait à New York avant d'être parti. Vous savez, c'était intéressant. On mettait sa montre, puis on regardait. Donc on était parti à 10h, on arrivait à 9h. Enfin, c'était le même jour. Ça, c'était formidable. Et en même temps, on sentait bien que c'était pas non plus l'avenir. Enfin, on sentait bien qu'il y avait quelque part quelque chose qui était du ressort même de la ponction terrifiante sur le contribuable malheureux français. Tout le monde a répété que les Américains avaient été protectionnistes dans cette affaire, qu'ils avaient protégé Boeing, qu'ils avaient lutté contre cette merveille de la technique française, etc. Bref, c'est les Américains qui ont tué Concorde. En gros, c'est ça qui a été dit. Et vous avez d'innombrables témoignages. Moi, je crois que si l'avion avait été commercialement sain et s'il avait été la merveille commerciale qu'on présentait, les Américains en auraient acheté 250. OK? Ça, c'est clair. Il n'y a pas de sentiment de politique, de protection, de quoi que ce soit. Ou l'avion est une réussite commerciale, et à ce moment-là, il se vend, ou c'est une catastrophe, et à ce moment-là, il ne se vend pas. Après ça, il n'y a qu'une seule chose qui s'est passée, c'est que l'avion a été sous perfusion. Parmi les problèmes de Concorde, vous savez très bien que le bang supersonique a été un des grands problèmes. La justification de Concorde, c'est pas Paris-New York, comme on l'a tellement dit, c'est Paris-Los Angeles, c'est New York-Los Angeles. C'est comme ça qu'on vend des avions en Amérique. Bon, si on ne peut pas faire le bang supersonique au-dessus de la Terre, je ne vois pas pourquoi on propose aux Américains un avion supersonique qui peut aller de New York à Los Angeles. C'est pas vrai. Je suis très étonné aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'apporte là-dessus des assurances, que tous les gens qui ont été autour de cette affaire de Concorde, qui d'ailleurs est une affaire gaullienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le prestige de la France, la grandeur de la France. C'est la même histoire que le France, d'ailleurs, cette histoire de Concorde. Eh bien, que cette histoire n'ait pas été faite, enfin, je veux dire, sans se douter qu'il y avait un problème qui était lié particulièrement
aux dommages que pouvait causer le bang supersonique au-dessus des terres. Enfin, c'est incroyable. Et aujourd'hui même, on sait très bien que dans tous les ateliers, les bureaux d'études, etc., on cherche à trouver la solution. Alors, il y a des ailes supercritiques, enfin des profils d'ailes particuliers, où l'aile se place, etc. On n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé le moyen de faire un bang supersonique sans casser les vitres en dessous. À l'heure actuelle, ce qui passionne le plus le monde de l'aéronautique, c'est l'exploit d'un visionnaire qui s'appelle Burt Rutan et qui a fabriqué un appareil qui est un appareil en fait spatial. Et il y a derrière des grands prix qui sont analogues au prix qui avait été proposé pour Lindbergh pour la traversée de l'Atlantique. Alors aujourd'hui, il y a un prix pour le premier vol spatial. Puis ensuite, il y a un personnage qui est le type de Virgin qui essaye de commercialiser pour 100 000 $ des vols avec passagers spatiaux. Donc cet avion qui a été construit par Burt Rutan, vous savez, Burt Rutan c'est un très grand ingénieur, tout à fait extravagant de l'histoire de l'aviation, et qui est américain et qui a particulièrement fait le premier vol autour de la planète à bord d'un avion sans ravitaillement en vol et autour de la Terre. Mais vous savez que cet avion qu'avait dessiné donc Burt Rutan, qui était une espèce d'extraordinaire planeur en réalité, destiné à voler au-dessus des turbulences très très haut, avec relativement peu de puissance, était une sorte de grand réservoir volant. Enfin, et tout contenait de l'essence, y compris le matelas pneumatique sur lequel il dormait, qui était gonflé à l'essence. Je sais pas, c'est un détail qui m'a toujours paru fantastique. Et ils dormaient. Enfin, vous savez, ils avaient une cabine qui faisait faire 1 mètre sur 2 mètres, à peu près quelque chose dans ce goût-là. Alors, ils se relayaient tous les deux avec sa copine. Et ils ont volé comme ça 40 000 kilomètres. C'est pas rien. C'est ça, la circonférence de la Terre. Mais pour revenir à votre question, donc, lui, Burt Rutan, il y a eu un prix pour le premier avion qui décollerait du sol et qui ensuite monterait dans l'espace. Comme vous savez, la limite de l'espace, fixée par ce prix, mais par tous les scientifiques, c'est 100 km. Donc il s'agissait d'aller à 101 000 mètres. Enfin, donc c'est un appareil qui est une espèce de grand planeur, lui aussi, un peu de la même configuration. Et au-dessus de ce planeur, il y a une espèce d'avion gigogne. Enfin, c'est un avion qui emporte un autre, quoi, qui lui est un avion fusée. Donc il monte, je crois, à 30 000 mètres, etc. Puis ensuite, l'avion part. Alors il est question de... donc là, il est monté à 100 000 mètres. Et il est question donc de commercialiser ces vols dans un avenir très proche, dans les 2-3 ans qui suivent, même moins d'ailleurs. Et il y a des gens qui pourront avoir la satisfaction de voir ce qu'on voit à 100 km de hauteur, c'est-à-dire la Terre ronde. C'est plus l'horizon, c'est la rotondité de la Terre. De ce point de vue-là, d'ailleurs, tout est possible. Mais enfin, ça reste quand même aujourd'hui dans les zones de marginalité, tout de même. On aime rêver. L'aviation fait rêver. Tout dans l'aviation fait rêver. Les exploits du passé, les rêves de l'avenir, de futuristes. Moi, je reviens toujours à cette idée que le transport aérien, aujourd'hui, est à la fois injuste et profondément traumatisant sur le plan physique. Je crois que s'il y a quelque chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'avant de penser à des vols stratosphériques, à se promener à Mach 5 ou Mach 10, et puis aller en 5 minutes de Paris à New York, je veux dire, déjà qu'on puisse y aller en 6 heures, mais qu'au moins on n'en sorte pas avec une thrombose coronaire. Je veux dire, c'est quand même... Bon, je veux dire, c'est ça qu'on peut rêver le plus.
plus haut, plus vite, plus loin, mais enfin, je serais aussi plus confortable. Le drone de reconnaissance, qui est donc un avion sans pilote qui vole à une certaine altitude, tout droit, et qui envoie en temps réel des images de champs de bataille. Il y a un deuxième type de drone qui se développe, qui est l'insecte. Alors ça, c'est très intéressant aussi de savoir que ça existe. Ça, c'est pas du tout une plaisanterie. Les insectes, c'est des petits drones qui font à peu près cette taille-là, vous voyez. Eh oui, à peu de choses près, ça. Alors, ils ont une caméra miniature, ils volent, ils rentrent dans les fenêtres, eux. Ils vont dans les appartements. Et ils vous transmettent une image. Ils sont télécommandés, évidemment. D'ailleurs, cette histoire de télécommande des drones est une histoire qui passe mal parmi les pilotes américains. Parce que il faut un pilote pour piloter un avion sans pilote. Vous voyez ? Alors, il est dans un bunker, en général. Et d'ailleurs, ce sera en cas de conflit nucléaire les derniers survivants. Je veux dire. Nous, on n'a pas la chance d'être dans un bunker, on vit dans une ville. Donc, c'est les pilotes des avions nucléaires qui enverront des armes nucléaires qui seront les derniers survivants. Heureusement, c'est en général des batteries mixtes, donc ils pourront repeupler la planète, sans doute. Mais, pour vous dire, donc ces insectes-là, sont capables effectivement de... Oui, et alors là, non, je reviens à ça, les pilotes, eux, sont pas contents. Et ils disent que c'est une situation dans laquelle ils vont perdre ce qu'on appelle la proficiency, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur entraînement en réalité. Et ils quittent l'armée parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée d'être à piloter des drones, quoi. Ils ont un problème de recrutement des pilotes de drones actuellement, les Américains. Donc il y a ces petits insectes, il y a ces drones, et puis après il y a des drones de combat. Alors ça existe déjà, c'est des chasseurs et des bombardiers sans pilote. Alors on peut imaginer aussi des conflits dans le futur où ils s'affrontent des flottes sans pilote. Là, George Lucas, il peut se rhabiller parce que on peut imaginer des situations qui soient vraiment tout à fait impressionnantes sur le plan de la science-fiction. Encore une fois, l'aviation est propice à ce genre de considération sur l'avenir, quoi, ce genre de rêve, quoi. Elle commence par Jules Verne et elle se termine par les drones, quoi. Il y a une phrase anglaise encore qui dit « The sky is the limit ». C'est-à-dire le ciel est sans limite en réalité, quoi. Et effectivement, je vous dis, l'aviation est partie de Jules Verne pour aller jusqu'à la guerre des étoiles, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Quand vous voyez La guerre des étoiles est un film qui date de 30 ans maintenant. Quand vous voyez les combats de Skywalker, Luke Skywalker, les drones de combat qui se battent, là, existent. Est-ce que les ingénieurs dans les grands bureaux d'études ont vu la guerre des étoiles? Mais probablement que ceux qui ont fabriqué la science-fiction de la guerre des étoiles étaient des gens qui avaient une idée scientifique, technique, déjà de ce que pouvait être l'aviation de l'avenir. C'est pas de la science-fiction, c'est simplement du futur.